Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous préférer sur Espace TV. C'est l'heure du 22h. Donc voici les principaux titres. Tapis rouge, honneur militaire, drapeau guinéen aux Champs-Élysées, c'est entre autres ce qui attend le président guinéen et sa délégation. Professeur Alpha Condé est à Paris depuis le 10 avril pour une visite d'État, la visite d'État du président guinéen en France, comme si vous y étiez sur cette édition d'information avec nos correspondants sur place. Le gouvernement guinéen sort de 2 jours de retraite qui ont servi à faire le bilan des actions de 2016 et des projections sur 2017. Il a été question du plan national de développement économique et social. Vous en saurez davantage dans ce journal. Et puis nous ferons un détour en Égypte où la communauté chrétienne copte a été victime de 2 attentats à la bombe revendiqués par l'État islamique. Tapis rouge, présence des officiels, drapeau guinéen dans toute la ville de Paris, aux Champs-Élysées, le rouge, le jaune et le vert flottent dans la capitale française avec à la clé un dîner d'État. Bref, la Guinée sera à l'honneur à l'occasion de la visite d'État du président Alpha Condé en France. En fin de mandat, le président français François Hollande reçoit le président guinéen Alpha Condé. Une visite d'État historique. La Guinée n'en a pas bénéficié depuis les années 80. Une visite d'État a plusieurs significations qui connaîtra la présence d'éminentes personnalités guinéennes et françaises. Tout un privilège pour l'actuel président de la Guinée, mais aussi président en exercice de l'Union africaine. Et à ce grand événement, Espace TV n'est pas en reste. Nos correspondants sont sur place. Gilles Lazare, Bachir Keïta vous font vivre ce voyage comme si vous y étiez. Suivez. Voilà, de nouveau sur cette rue de Rivoli, au pied de l'hôtel Meurice, où cette fois, comme vous pouvez le vérifier au travers des images de Bachir Keïta, les grands généraux, les forces militaires guinéennes sont en train d'arriver et escortés par une belle représentation des forces de police françaises. Voici l'arrivée du président Alpha Condé, que l'on voit pénétrer à l'intérieur de l'hôtel Meurice, empruntant le tapis rouge qui a été bien évidemment pour l'occasion déployé. Importante délégation, comme vous pouvez le vérifier, qui accompagne le président. Et nous sommes fiers d'être aux premières loges de cette arrivée ô combien importante pour la République guinéenne. Nous saluons certaines personnalités que nous connaissons et que nous apprécions. Alors Monsieur Ba, oui. D'abord, j'imagine qu'on peut parler de fierté pour la République guinéenne que d'être reçu dans ces conditions. Une visite d'État, c'est superbe. Les Champs-Élysées aux couleurs du drapeau de la Guinée et de la France. J'imagine que quand on est guinéen, on a le cœur qui bat. C'est absolument une fierté pour nous. Il faut retourner le regard sur le passé pour se convaincre que c'est une fierté. Et une visite d'État, je pense que c'est la première dans l'histoire de la République de Guinée. Et c'est vraiment une fierté pour nous. Alors quelle sera la substance, entre guillemets, des échanges à venir entre M. Hollande, le président Hollande, et M. Condé? Je ne suis pas dans le secret des entretiens des chefs d'État, mais je suppose qu'ils vont parler des questions d'intérêt national réciproquement. L'Afrique a également son mot à dire parce que les responsabilités de M. Condé sont ô combien importantes pour la représentativité de l'Afrique. Bien sûr. Donc la visite d'État vient au bon moment. Eh bien écoutez, on vous souhaite une très très bonne visite. Merci Monsieur Ba pour ces quelques secondes accordées à Espace Guinée. Le ministre d'État, M. Kasseri Fofana, a également bien voulu nous offrir quelques mots sur cette visite d'État. En tant que Guinéen, c'est une fierté. C'est une fierté parce que je me promenais ce matin, je faisais mon petit sport matinal. Félicitations. Parce que je suis à côté des Champs-Élysées, mon hôtel. Je me promenais, je vois tous les Champs-Élysées arborés du drapeau guinéen. C'est une fierté en tant que Guinéen. Pas forcément en tant que politicien ou ministre, mais c'est une fierté en tant que Guinéen. Ça veut dire qu'il y a un plus dans la considération de la Guinée sur le plan international. Cette visite d'État interpelle la communauté guinéenne de Paris. Gilles Lazare et Bachir Keïta, nos 2 correspondants, ont tendu leur micro à un Guinéen de Paris. Suivez. Depuis les Champs-Élysées, où vous pouvez le remarquer,
Les couleurs de la Guinée sont en présence et en bien belle présence, et il faut le reconnaître, la plupart des touristes qui déambulent sur les Champs-Élysées s'interrogent quant à l'origine de ce drapeau. Peu de touristes, soyons honnêtes, connaissent ce drapeau guinéen, mais c'est une belle occasion justement de promouvoir la Guinée au travers de la présence de ces drapeaux associés au drapeau français sur cette avenue qui est associée à la plus belle avenue du monde. Alors nous avons eu le plaisir ce matin de rencontrer un Guinéen qui, vous pouvez facilement l'imaginer, était très très fier de voir son drapeau parader ainsi sur les Champs-Élysées. Nous allons écouter sa réaction. En tout cas, nous sommes très fiers avec Bachir Keïta, qui est derrière la caméra, et bien d'être dans le mouvement de cette visite présidentielle. Et nous aurons le loisir de vous retrouver tout à l'heure depuis l'hôtel Meurice, où le président de la République de Guinée, Alpha Condé, se reposera avant bien évidemment de se soumettre au protocole de cette visite d'État qui, rappelons-le, est la dernière visite octroyée par le président de la République française, François Hollande. Mais tout d'abord, écoutons ce Guinéen si fier de voir son drapeau sur les Champs-Élysées. Je m'appelle Moussa Niang, je suis un expatrié guinéen. Là, je suis venu accompagner une cousine à l'ambassade des États-Unis. En tant que Guinéen, je vois le drapeau de la Guinée aux Champs-Élysées, ça me fait vraiment fier. Vous l'avez compris, grande fierté pour ce Guinéen que de voir le drapeau tricolore français associé au drapeau tricolore guinéen. Et il faut le reconnaître, ces Champs-Élysées ont fière allure avec un tel décor. Nous abandonnons les Champs-Élysées pour nous retrouver à l'intérieur de l'hôtel Meurice, un endroit prestigieux. Un superbe hôtel sur la rue de Rivoli où va résider le président Alpha Condé durant son séjour, un lieu où il recevra de toute évidence les personnes qui comptent également pour la Guinée et qui sont pour l'instant hors les murs. Depuis l'hôtel Meurice, Gilles Lazur et Bachir Keïta. Le gouvernement guinéen sort donc de 2 jours de retraite à Conakry. Le but visé était de consolider les acquis du gouvernement et inscrire des actions dans le cadre du plan de développement économique et social 2016-2020. Idrissa Barry et Mohamed Al-Husseini Kamara ont assisté à cette retraite. Suivez. Ce séminaire vise à faire le bilan des réalisations du gouvernement pour l'année écoulée. Il s'agit aussi de présenter les priorités et les perspectives phares de l'exécutif guinéen pour l'année 2017. Durant ces 2 jours d'échange, les ministres à tour de rôle ont présenté le bilan de leurs départements respectifs. L'exécutif guinéen a fixé de nouvelles orientations pour 2017, conformément au plan national de développement économique et social élaboré par le ministère du Plan et de la coopération internationale. Le PNDS, il faut le prendre comme un processus. C'est un processus de planification de toutes les actions du gouvernement dans le cadre du financement du développement. La programmation que nous avons adoptée, c'est une programmation en cascade. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un secteur déterminé qui fait des actions spécifiques. Il y a des domaines qui sont définis et ces domaines-là, pour réussir les objectifs visés à travers ces domaines, il y a plusieurs secteurs qui concourent à la réalisation de cet objectif-là. Donc c'est plus une programmation par domaine, par résultat, que par secteur. L'équipe de Mamadi Yola a, au cours de cette rencontre, passé en revue les actions du gouvernement pour l'année 2016. Il compte ainsi renforcer et promouvoir la bonne gouvernance au service du développement durable, la transformation économique durable et inclusive, le développement inclusif et durable du capital humain. Ceci afin d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Les insuffisances relevées seront corrigées et mises en conformité avec la programmation de l'année en cours. Mesdames et messieurs, ce séminaire est aussi destiné à rendre compte à nos populations du travail que nous faisons au gouvernement. C'est aussi une façon concrète de répondre à l'exigence de redevabilité à laquelle nous nous sommes tous engagés. L'exécutif a aussi élaboré une liste de 100 projets phares sur lesquels un accent sera mis.
Cette retraite gouvernementale a été une occasion pour les chefs des départements ministériels d'exposer et de projeter des projets pour 2017. Abdoulaye Magasouba et Damontan Albay Kamara, respectivement ministre des Mines et de la Géologie et ministre de l'Enseignement technique, reviennent sur leurs perspectives pour 2017. Ils sont au micro d'Idrissa Bari et de Mohamed Al-Hussein Kamara. Au cours de l'année 2017, nous prévoyons de mettre en place et d'opérationnaliser les fonds de développement local. Ce fonds de développement local est le fonds qui reçoit les contributions pour le développement local des sociétés minières. Nous prévoyons donc de mettre en place tout le mécanisme de gouvernance en relation bien sûr avec le ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc la mise en place de tout le mécanisme de gouvernance pour pouvoir améliorer l'impact des projets au niveau des communautés et en particulier des communautés environnant les projets miniers. On va améliorer également l'accès au marché du travail en organisant cette année pour la première fois un salon de l'entrepreneuriat et des métiers du rural. Voilà brièvement brossé les axes principaux sur lesquels mon département entend s'appuyer pour répondre aux objectifs qui sont les siens, promouvoir la formation au service du développement et de l'emploi et faire de telle sorte que ceux qui sont en situation de travail le soient dans de meilleures conditions. Avec le système des Nations Unies pour une coordination des actions en Guinée. Ce lundi, 3 structures onusiennes et le gouvernement guinéen ont officiellement lancé un programme de coopération 2018-2022. Les représentants de 12 départements ministériels ainsi que la société civile ont exprimé les axes prioritaires à leurs partenaires pour un appui financier. On peut notamment retenir la bonne gouvernance, l'éducation, la santé maternelle et infantile. Mamadou Sadio Baldé, Abokoroya Kourma pour les explications. Le PNUD, l'UNFPA et l'UNICEF ont le même conseil d'administration au siège des Nations Unies. Du coup, ces trois structures ont une convergence de vues dans la mise en œuvre des principes de « unis dans l'action ». Pour une cohésion d'action dans les interventions, un programme de coopération 2018-2022 est validé entre le gouvernement et ses partenaires onusiennes. Les partenaires s'attendent à une coopération fructueuse. Nous espérons que la présente assise sera également une excellente opportunité pour les ministères sectoriels concernés de renforcer cette synergie d'action que l'ensemble de ces programmes visent à développer. 12 départements ministériels et la société civile sont directement concernés. La gouvernance, l'éducation, la santé maternelle et infantile, tout comme les mutilations génitales féminines, figurent dans le programme. Au nom du ministre du Plan et de la Coopération internationale, Sanaba Kaba souligne les axes prioritaires de son gouvernement. Ces revues ont également contribué à l'analyse de la situation de référence lors de l'élaboration du PNDS en rapport avec Guinée Vision 2040 et les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. La conformité de ces programmes avec les priorités gouvernementales a été mise en évidence au cours de la préparation du programme des Nations Unies pour l'aide au développement 2018-2022. Dans les échanges, les acteurs ont fortement recommandé le renforcement des ressources humaines, la revue du budget national au système statistique, appuyer l'employabilité jeune ou l'appel au renforcement de coopération publique-privée. Le Japon fait un don de près de 3 millions de dollars aux cantines scolaires de la Guinée. La remise officielle s'est déroulée ce lundi en présence des représentants du Programme alimentaire mondial et le ministre de l'Enseignement préuniversitaire. L'objectif visé par ce don est d'encourager la scolarisation et de lutter contre la malnutrition. Et ce sont plus de 54 000 élèves qui bénéficieront de ce don. Les détails dans cet élément d'Alceni Baring et d'Amara Alexila. C'est à l'école primaire de Kalekouré, dans Djubreka, que la remise symbolique du don a été effectuée. Ce sont 2200 tonnes de riz, 500 tonnes d'haricots, estimées à près de 3 millions de dollars. 1583 cantines scolaires installées à l'intérieur du pays devront en bénéficier. Si c'est un don du Japon, c'est le Programme alimentaire mondial avec la Direction nationale des cantines scolaires qui s'occupe de la distribution. L'objectif premier de l'appui des parents au programme des repas scolaires est d'assurer l'accès à l'éducation des garçons et des filles.
en fournissant les aliments nutritifs aux enfants. Le programme encourage la fréquentation tout en veillant que les enfants reçoivent un repas équilibré et riche en nutriments. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire suggère l'extinction et la pérennisation de l'initiative. Il invite par ailleurs les responsables des écoles à l'utilisation rationnelle du don. J'invite les responsables des structures bénéficiaires, DPE, DSE et directeurs d'école à suivre le manuel de procédure et directives élaborées dans le cadre de la gestion des cantines scolaires. Un enfant affamé ne peut point donner de bons résultats. L'impact de ces cantines se fera vite sentir sur l'éducation des enfants, notamment avec l'augmentation du taux de scolarisation, la rétention des élèves et la qualité de l'enseignement, indique la responsable de l'école primaire. Ce don va nous permettre de garder les enfants sur place, de réduire l'absentéisme et les retards, et ça va aussi soulager les parents. Ça permettra aux enfants d'étudier aisément. Et nous-mêmes, les encadreurs, nous n'aurons pas assez de problèmes pour entretenir les enfants, leur suivi et leur encadrement. Les localités bénéficiaires sont les zones qui ont été de plus touchées par le virus Ebola, mais aussi les zones en proie à une insécurité sanitaire. La CENI vient de décrocher un partenariat avec l'AWEB, une association mondiale des institutions en charge de l'organisation des élections dont le siège est basé à Séoul, en Corée du Sud. À travers ce partenariat, l'organisation chargée des élections en Guinée va être équipée prochainement d'outils informatiques pour affronter les prochaines échéances électorales. Ce lundi, l'AWEB a présenté ses outils offerts à la Guinée. Reportage Abdourahmane Ba, Abdoulaye Kamara. Dans son ambition d'améliorer le processus électoral en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a décroché un partenariat avec l'AWEB. À travers cette collaboration, l'Association mondiale des institutions en charge de l'organisation des élections offre des nouveaux équipements informatiques à la CENI. Cette même équipe technique est venue ici pour discuter avec nous tous les défis que nous avons dans les différentes étapes du processus électoral, notamment l'enrôlement des électeurs, leur identification et surtout la remontée à temps des résultats. Après la Tunisie, le Kenya et la République démocratique du Congo, la Guinée se place au premier rang des États de l'Afrique de l'Ouest à bénéficier de ce partenariat. Avec cette initiative, la CENI pourrait améliorer l'enrôlement, mais aussi assurer la commodité des élections en Guinée. Si c'est un paysan, il est illettré, c'est tactile. Il n'a qu'à simplement, sur la machine, il verra la photo de son candidat, il met son petit doigt, il a automatiquement voté. Donc, dans chaque bureau de vote sera équipé d'une telle machine. À la veille des prochaines élections locales et législatives, la signature de ce partenariat offre à la CENI un atout supplémentaire et un nouvel élan pour l'organisation des élections inclusives et apaisées. La formule qui consiste à obtenir la moyenne annuelle des cours au bac n'obéit pas au principe de l'enseignement préuniversitaire. C'est la désolation exprimée ce lundi par le ministre de l'enseignement préuniversitaire au cours d'un point de presse animé donc ce lundi. La nouvelle équipe de Kao Carré entend rompre avec ce vieux système cette année. Explication Djibril Ba. Le département de l'enseignement préuniversitaire, à sa tête un nouveau ministre, veut redonner une autre visibilité à l'école guinéenne. Sa décision s'oriente d'abord aux moyennes annuelles de cours au bac qui aujourd'hui partagent les opinions dans le milieu éducatif. Pourquoi je réagis maintenant? C'est parce que le président de la République m'a donné l'opportunité de décider. Il m'avait donné l'opportunité en 2011 d'exécuter à partir de Matoto ce qui se décidait au niveau du pré-universitaire. Donc j'ai changé de verse. Les moyennes annuelles de cours au baccalauréat n'auront qu'une autre portée. Sans embâche, le ministre Konaté a montré la voie que les responsables des établissements scolaires doivent suivre. J'ai le fils de mon grand frère dans une école. Je tiens le nom de l'école ici, mais une école très réputée dans la commune de Matoto. Le formateur est venu dire à son directeur, à son censeur,
Je veux maintenant les cours. Je veux que les enfants étudient bien. Je veux que les révisions là soient redynamisées. Parce qu'on a habité à 98%, 99%. Il ne faut pas qu'on trouve le contraire parce que le ministre veut supprimer les moyens annuels. C'est eux qui ont des problèmes aujourd'hui. L'arrêté de l'enseignement préuniversitaire qui consiste à changer de formule se met dans la logique de l'égalité entre élèves, précise le conférencier. Pour lui, il faut donner la vraie note à celui qui le mérite. Quel est le texte juridique qui dit que les moyennes annuelles doivent être ajoutées à la moyenne de bac divisée par 3? Alors qu'il y avait une ancienne formule qui existait, en dehors de ces moyennes écrites et moyennes orales que la Guinée utilisait jusqu'en 2005. Le marchandage des notes de cours annuelles annonce-t-il sa fin? L'organisation du baccalauréat session 2017 nous édifiera davantage. Question, qu'en est-il de la maison des jeunes de Kipé dans la commune de Ratoma? Eh bien, la question préoccupe les jeunes de la zone et bien plus, un bras de fer judiciaire est né sur ce domaine entre un opérateur économique et le ministère de l'Habitat. Pour se retrouver dans ce imbroglio judiciaire, suivez cet éclairage signé Mamadou Boy Diallo, Ibrahima Sori 5 Soma. Situé au centre émetteur de Kipé, ce domaine est depuis quelque temps au centre d'un litige opposant le ministère de l'Aménagement de la Ville à Nana Kourouma. Documents en main, notamment le titre foncier et le permis de construire, délivrés par les services de l'habitat, il affirme être victime d'expropriation du domaine au profit des Chinois qui lui a été affecté en 2008 pour la construction de logements sociaux. En dépit des démarches menées, il n'est toujours pas rétabli dans ses droits. L'État fait le titre foncier et le donne à un citoyen. Cela veut dire qu'il en est propriétaire. Même en cas de cause d'utilité publique, c'est le code qui le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. On doit appeler le propriétaire, négocier avec lui. Quand on a négocié, on le recase avant de prendre possession. Dans la convention liant les deux parties, il était question de procéder à la clôture et le nettoyage du domaine dans un délai de 3 mois, puis le démarrage des travaux de construction des bâtiments pour une période de 3 ans. Ce qui avait été fait souligne Nana Kourouma. Mais à sa grande surprise, les premiers bâtiments construits sur le site ont été rasés par les services de l'habitat et affectés à des investisseurs chinois. Il pointe du doigt l'homme d'affaires Cassius Djoubaté. Nous avons été heurtés par la gendarmerie de l'habitat qui est venue, sur instruction de qui, on ne sait pas. Mais souvent, nous avons vu M. Djoubaté, Ibrahima, en compagnie de quelques gendarmes qui viennent nous interpeller. Pour l'heure, aucune issue sur ce litige. Dans tous les cas, Nana Kourouma réclame justice dans ce dossier. Les citoyens guinéens n'ont plus droit à la quiétude dans leur domicile. L'insécurité dans la capitale guinéenne croît de jour en jour. Tenez, à Gbessia, un commando de malfrats armés a tenté de faire irruption dans l'appartement de la famille de M. Alexandre Camara, PDG du groupe Global Trans, dans le seul but de lui arracher la vie. N'eût été la témérité de la victime, le pire se serait produit. Les détails avec Mohamed Souma, Amara Alex, Silla. Il était 3 heures du matin quand des individus armés ont tenté de faire irruption ici. Alerté par le bruit, le chef de famille descend avec son épouse dans le salon pour s'informer. Une scène qui aurait pu tourner au pire. Et on descend l'escalier et puis je me retrouve nez à nez avec un jeune homme qui a un fusil du type PMAK qui redresse le fusil sur moi et qui me tire dessus. Le temps pour nous de fuir, mon épouse et moi. Elle rentrait la première dans la maison. Moi, en tentant de rentrer juste après elle, je me suis retrouvé nez à nez à 1 mètre de la porte de ma maison avec un autre jeune homme qui était en chemisette ou t-shirt blanc, légèrement clair, mais jeune, pas cagoulé du tout, et qui, à ma vue, a donc levé une fois de plus son arme, un PMAK encore, et m'a dit, Nyanga m'a dit, Moufar et Ifaradé. En sous-sous, ce qui veut dire bâtard, nous sommes venus te tuer. Le couple frôle la mort et prend la fuite.
Une effrayante scène pour Alexandre, chanceux pour une deuxième fois. Les intentions du commando étaient claires, c'était donc pas un braquage. J'ai tiré, la balle n'a pas percuté, mon arme devait être enrayée. Et lui a tiré, j'ai entendu le clic, et il n'y a pas eu de son. Donc ça veut dire que ça a percuté sans que la balle ne puisse sortir. Donc je suis allé vers lui, et à mon arrivée, il m'a pris la crosse de son fusil, il m'a tapé donc sur la bouche, ce qui m'a allumé les deux lèvres. J'ai reculé de, je pense, 1 mètre à peu près. J'ai eu la présence d'esprit de rentrer dans la maison et de claquer la porte. Des échanges de coups de feu ont suivi entre les deux. Le seul salut pour la famille a été la porte. Un système à double sécurité qui les a certainement sauvés, malgré la volonté intrépide des agresseurs. Ils avaient, au-delà des 6-7 premiers coups, ils avaient tiré 1 ou 2 fois sur la porte. Et donc, à mon coup de sauvation, ils se sont éloignés. Et ils ont tiré 4, 5, 6 coups. Moi, j'ai eu un problème de cartouche que je suis allé rechercher dans ma chambre. Ça leur a donné le temps de revenir. Et j'ai vu qu'ils avaient donc leurs armes qui étaient rentrées dans la maison. Et ils ont commencé à arroser l'intérieur du salon. L'effrayante recrudescence de l'insécurité à Conakry inquiète plus d'un. Les forces de sécurité sont arrivées 1 quart d'heure après les coups de feu. Aucune piste à nos jours pour retrouver les auteurs de cet acte. Et puis, dans le domaine toujours de l'insécurité, cette fois pour saluer un exploit, un travail de titan accompli par la direction centrale de la police judiciaire. De sources sûres, les unités de la DPJ viennent de mettre aux arrêts les commanditaires de l'attaque du préfet de Koya et du recteur de l'université de Sonfonia récemment. Une prise qui couronne un long travail de filature. Nous y reviendrons demain dans nos prochaines éditions d'information. Sans transition, nous parlons religion. C'est la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, un acte de foi qui a été commémoré dans toutes les églises catholiques du monde. En Guinée, la solennité de la fête des Rameaux a été placée sous le signe de l'amour, de la paix et de la compréhension mutuelle. À la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, Dame d'Alaï, les fidèles étaient dans l'allégresse. Le reportage est signé Philomène Bangoura et de Alcénie Camara. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. En procession, les fidèles munis de branches de palmier commémorent cette rentrée triomphale que fit Jésus-Christ à Jérusalem, assis sur un âne. Cette solennité marque aussi le début de la passion du Christ. Albert Pakata Camara est curé des paroisses Notre-Dame du Mont-Carmel et Saint-Augustin de Taouia. Cette fête acclame Jésus comme le roi par excellence. Et comme roi, il est ce roi au service de son peuple, parce qu'il n'est pas venu dans le monde pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il nous donne une belle image d'un roi, d'un responsable politique, administratif et même religieux. C'est quelqu'un au service de son peuple. Il n'est pas là pour être servi, il n'est pas là pour exploiter son peuple, mais il est là pour donner sa vie même pour le bonheur et l'épanouissement de son peuple. Dans son homélie, le père Albert Pakata Camara invite chaque chrétien, chaque croyant à vivre dans la dynamique du service gratuit et désintéressé. C'est la joie dans les cœurs, les fidèles en témoignent. Quand nous célébrons cette fête, ça nous amène à servir nos prochains, ça nous amène à porter cette bonne nouvelle. Nous devons utiliser tous les canaux, ça peut être les véhicules, ça peut être à pied, ça peut être même nos familles qui doivent être des foyers de paix, des foyers de joie. Parce que quand le Christ entre à Jérusalem, c'est toute une joie qui éclate à Jérusalem. Vraiment, c'est une joie, une immense joie pour nous. Et je sollicite pour l'occasion, pour souhaiter bonne fête de Rameaux à tous les fidèles chrétiens et une semaine sainte à tous les fidèles chrétiens du monde entier. La fête des Rameaux inaugure donc la semaine sainte et la dernière semaine du carême. Elle constitue un des temps forts de la vie religieuse car elle permet aux fidèles de revivre les derniers moments de la vie du Christ, de son entrée triomphale à Jérusalem jusqu'à la crucifixion. En Guinée profonde, Ouara est un district de Kolé dans la préfecture de Télémélé, avec près
de 4000 habitants, la localité est confrontée à un manque criant d'infrastructures scolaires et sanitaires. Les citoyens interpellent les autorités publiques pour leur venir en aide. Reportage Mamadou Kalisso, Ibrahima Awal Kamara. Le seul établissement scolaire qui disposait ce district a été construit dans les années 70. Aujourd'hui, il ressemble à un champ de ruines. Pour pouvoir s'occuper des enfants, les responsables locaux ont trouvé des alternatives loin d'être rassurantes. Ceux-là qui devraient être dans ce bâtiment, on les a transférés au niveau du nouveau centre de santé que vous avez vu, qui n'est pas encore achevé. Donc pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens pour mettre en forme cet établissement et de mettre les élèves à l'intérieur. Donc c'est le facteur essentiel de l'état de cet établissement dont vous êtes témoin. La localité manque aussi d'infrastructures sanitaires. En cas d'urgence, les malades sont transportés dans des hamacs au centre de santé le plus proche, situé à une dizaine de kilomètres. Très souvent, les malades arrivent dans les centres hospitaliers très affaiblis. De là jusqu'à Mambia, c'est 10 km. Il n'y a aucun hôpital. On a plus de 7 secteurs dans la localité, à part le centre. On s'est adressé aux autorités pour qu'elles nous aident à avoir un centre de santé. Quand quelqu'un tombe malade ici, c'est dans le hamac qu'on le transporte. Selon les responsables de cette localité, ces difficultés ne sont pas méconnues par les autorités, même si le constat reste le même. Aujourd'hui, les citoyens de Ouara renouvellent leur cri de cœur à l'État. L'État doit nous aider à avoir des hôpitaux. Les femmes souffrent énormément dans notre localité. Après 58 ans d'indépendance, il existe encore en Guinée des localités qui n'ont ni école ni centre de santé. Parlons à présent sport. Hier au stade du 28 septembre de Conakry, le OREAC a dominé le club marocain de l'Ittihad de Tanger 2-0 au compte des matchs allés de la Coupe de la CAF. Une victoire qui donne l'avantage au Paulin de Victor Zouenka avant le match retour dans une semaine au Maroc. Pour vous faire revivre ces moments forts du match, suivez le résumé de la rencontre avec notre équipe sportive qui était spécialement déployée au stade du 28 septembre. Le champion de Guinée en titre, le OREAC, reversé en Coupe de la CAF après son élimination en Ligue des champions africaine, a réussi à entrer dans cette compétition en dominant 2-0 le club marocain l'Ittihad de Tanger lors des barrages allés de la Coupe de la CAF au stade du 28 septembre. Après un début de match assez tendu, les Rouges et Blancs de Matam ont pris la direction des opérations du match suite à un excellent centre d'Alseni Camara pour Bassirou Edraogo, qui profite d'une tête croisée pour faire vibrer le stade du 28 septembre à la 15e minute. Après un semblant de réaction des Marocains, l'OREAC amorce une nouvelle attaque avec une belle phase de possession qui finit par un centre en retrait d'Okansi Mandela qui parvient à Yacouba Mando. L'attaquant des Rouges et Blancs s'applique et trouve le cadre pour obliger l'Ittihad à encaisser un second but à la 32e minute. Sans jamais être inquiété, le champion de Guinée domine son adversaire à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Marocains de l'Ittihad Tanger sont sortis de leur coquille pour au moins réduire le score, mais la défense guinéenne était bien en place et surtout se faisait aider par les sauvetages du portier malien Germaine Berteille, qui a réalisé une excellente prestation. À la 78e minute, Alseni Bangoura démarre avec une vitesse et élimine tout sur son passage. Mais au bout de son effort, il perd un peu de lucidité et voit son tir s'éloigner complètement du cadre, comme pour dire que la balle du troisième but n'était pas loin. En réaction à cette action chaude, Tanger se bat et trouve deux occasions qui seront refoulées par Germaine Berteille à la 76e et 80e minute. Dans le temps additionnel, l'Ittihad Tanger obtient un coup franc dangereux à la lisière de la surface, mais la balle finit dans les nuages et le hack s'impose finalement 2-0. Après le match, les dirigeants marocains et leurs joueurs crient à la triche et remettent en cause le système arbitral de la CAF. Malgré leur échec, les joueurs de l'Ittihad Tanger restent optimistes pour remonter les buts au match retour et voire même se qualifier à domicile. Côté Orea, l'objectif c'est de garder cet avantage et travailler de plus pour se qualifier.
Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette édition d'information. En cadrage pour vous, Alcéné Camara était présent. À la régie, Nalaï Sidibé et Richard Lama, le tour sur la supervision technique d'Ali Kawa de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur espace TV Guinée.info. Merci de votre aimable attention. Excellent sur le programme en notre compagnie. Regardons mieux.